Bonsoir à tous. Dans une déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, signée ce 22 décembre 2024, les trois pays annoncent mettre leurs forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Une décision prise par ces pays en vue de prévenir des menaces de déstabilisation ourdies par la junte française, sentant ses intérêts menacés au sein de la sous-région selon les termes du communiqué. L'AES dénonce également des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, dans le Sahel et dans certaines zones frontalières avec les voisins Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina ou encore Bénin-Burkina Faso. Ces groupes, selon l'organisation, reçoivent de certains États étrangers des appuis divers, notamment financiers, visant à déstabiliser l'AES. Cette action intervient quelques jours seulement après que le gouvernement nigérien ait accusé le voisin nigérian de devoir de servir de base arrière à la déstabilisation de son territoire en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime qui s'y trouvent. Ces tensions interviennent alors que le pipeline qui transporte le pétrole nigérien vers le Bénin en longeant les frontières nigérianes a été saboté 3 fois moins de 2 semaines par des hommes armés que Diaby accuse de venir du Nigeria. Des accusations également démenties par le communiqué nigérien qui considère que cette attaque serait l'œuvre du groupe terroriste Lakou Rawa. Pourquoi l'AES met-elle ses forces armées en état d'alerte maximale? Nous répondons à cette interrogation dans cette édition de Face à l'actualité. Vous nous retrouvez. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, au cœur de la querelle, la prorogation donc de sortie de la CEDEAO par les pays, les 12 pays qui comptent désormais cet espace. Eh bien, une disposition non statutaire dénoncée notamment par les États de l'AES. La CEDEAO veut-elle finalement manœuvrer donc dans cette rallonge illégitime et illégale accordée aux États de l'AES afin de s'aimer davantage le chaos? La réflexion n'est pas loin d'être fondée au regard d'un certain nombre de dispositions dont dénoncent effectivement les pays de l'AES. Et pour essayer de faire toute la lumière autour de ce fait d'actualité, nous avons un panel qui va nous permettre de voir davantage clair dans ce labyrinthe. Bokari Diko, vous êtes notre invité depuis Bamako. Vous êtes journaliste, consultant, directeur de publication. Merci infiniment d'être à nos côtés ce soir. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir au PDG d'Afrique Média, à tout le personnel, à tous les auditeurs qui nous suivent présentement sur ces plateaux d'Afrique Média télévision. Merci également. Vous, Younous Soumaré, vous êtes secrétaire général pour la coordination de la défense des militaires, une organisation qui est très suivie du côté de Bamako. Younous, merci à vous d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir Média Afrique Média. Je suis le secrétaire général du collectif pour la défense des militaires, pour essayer de vous corriger un peu, donc CDM. Je salue tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à travers le monde, à l'exception de la CEDEAO. Et le temps, il est donc donné le temps pour nous d'accueillir le chargé de la communication des médias au sein de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Quand on dit cela, on voit un faciès. Le combattant Nestor Podas, vous êtes à nos côtés depuis Ouaga. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir à vous, mon frère Fabrice Ndoum. Bonsoir à mes co-panélistes Younous Soumaré et le frère du Mali. Bonsoir au PDG d'Afrique Média, bonsoir à tous les travailleurs d'Afrique Média, à tous les techniciens, bonsoir à tous les Africains du côté de l'AES, côté de toute l'Afrique tout entière ainsi qu'à la diaspora. Bonsoir au peuple patriote de l'ex-CEDEAO. Merci. Le débat, les échanges seront donc élargis également à Issa Diawara qui va nous retrouver dans un court instant, le temps pour lui de prendre toutes les dispositions nécessaires. Monsieur Bokari, on plante le décor avec vous pour tenter d'abord de comprendre véritablement cette position prise par les pays de l'AES. Est-ce que c'est en étroite collaboration avec les dynamiques de déstabilisation d'abord dénoncées ces derniers jours par le gouvernement nigérien? Est-ce qu'il nous entend, Bokari? Ouvrez votre micro, Bokari, mais faites-on savoir. Tout à fait, tout à fait. Après, cette décision, c'est en connaissance des causes. Parce qu'on sait quand même qu'avec les textes de la CEDEAO, il faut 1 an pour quitter. Et le 29 janvier, les 3 États claquent la porte. Je pense jusqu'à présent, les chefs d'État, certains chefs de la CEDEAO n'ont pas compris la position irréversible de ces 3 États-là.
ont pris une voie de libération, une voie d'affirmation claire de leur souveraineté nationale et internationale. Et en regardant cette situation-là, en projetant des 6 mois déjà, c'est une violation des textes, c'est un piège qui est là, c'est des menaces. Vous avez bien vu dans le communiqué, on a bel et bien dit. Quand on regarde aujourd'hui l'AES, ça fait 2 780 km. Aujourd'hui, qui doit être sécurisé, qui sera sécurisé par les armées des 3 pays, Mali, Burkina, Niger. On prend du côté du Nigeria, qui fait face à un géant de la CEDEAO, dont le chef de l'État fait partie des 4 qui veulent en finir avec les 3 chefs d'État de la CEDEAO. Et vous avez le Bénin aussi, qui fait à peu près, comment dirais-je, frontière avec le Niger. Il y a une base militaire qui est soutenue en tout cas en construction là-bas. Cela a été dénoncé par les autorités nigériennes en son temps. Et quand on vient du côté Burkina avec le Niger, l'insécurité, elle est là. Avec le Bénin, l'insécurité, elle est là. En fait, on remarque que les 3 États sont encerclés par des bases de l'OTAN qui ne disent pas leur nom. Et du côté malien, vous avez la frontière mauritanienne qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, de kilomètres entre le Mali et la Mauritanie, qui fait aujourd'hui qu'il y a des incursions sur le plateau d'Ogon de ces djihadistes qui quittent la Mauritanie, qui rentrent. Et quand on sait qu'il y a la tension entre Alger et Paris, Alger qui a accusé Paris de la déstabiliser, et quand on sait aussi que, selon les informations, il y a des djihadistes qui sont en formation, en tout cas, qui sont équipés du côté mauritanien, qui ont fait une option, direction d'Algérie, et l'autre pour descendre sur le Mali. De l'autre côté, le Burkina, qui tac en synergie avec le Mali et le Niger, les terroristes, traqués du côté burkinabé, rentrent au Mali dans le gourmand malien. Donc, ce qui donne un gros travail à l'armée malienne pour faire face à plusieurs fronts. Ceux qui quittent le Burkina, ceux qui quittent la Mauritanie, ceux qui quittent l'Algérie. Et vous connaissez ce qui se passe à la frontière algérienne, au niveau de Tenza. Aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a eu des frappes de l'armée malienne contre, en tout cas, des incursions de groupes armés, et lourdement armés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le côté de la Côte d'Ivoire. Le Burkina face à la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait qu'il y a une base française au nord de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec le Burkina, et la tentative de déstabilisation, elle est réelle. Donc, en grosso modo, en mettant en état d'alerte les troupes, les 3 armées, déjà qui sont fusionnées avec l'état-major commun, le travail sera en ce moment le plus facilité. Ça veut dire quoi? Une fois qu'il y a une attaque du côté burkinabé, les armées maliennes et nigériennes qui viennent au secours, il est plus facile en ce moment de faire face à l'ennemi quand c'est un seul État qui fait face à ce truc. Mieux que ça, les 3 États se sont équipés, ont formé les sont en train de se préparer à toute éventualité future pour déstabiliser les 3 territoires. Cela est réel. Quand on regarde ces derniers temps, l'armée burkinabé a décimé des centaines de terroristes aujourd'hui et récupéré beaucoup de matériel. Qui vient du côté malien ici, qui vient du côté nigérien avec la frontière avec le Nigeria. C'est tout simplement au plan armé, l'AES s'est déjà préparé à toute éventualité. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, je ne serais pas surpris de voir des armées burkinabé, maliennes et nigériennes équipées de missiles, en tout cas des armes de dernière génération. La pour preuve, vous avez vu le jour, le président du Faso que nous saluons au passage d'ici, vient de doter l'armée burkinabé de nouveaux matériels sophistiqués de dernière génération. Sans d'autres, compter d'autres qui sont en cours pour les trois pays. C'est tout simplement que l'AES est en avance. Et plus l'AES va traquer ces terroristes, tenez-vous bien, ce sont ces mêmes États voisins de l'AES qui vont souffrir. Vous voyez les attaques terroristes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. C'est la conséquence du laxisme de ces présidents
qui se laisse manipuler en tout cas par la France et ses alliés, qui veulent amener l'AES, la maintenir dans une dynamique dans laquelle elle ne se reconnaît plus, et un coup d'arrêt à une dynamique d'émancipation du peuple de l'AES, cela n'est pas possible. Donc militairement, les trois présidents se sont préparés, politiquement, elles se sont préparées, et au plan société, les peuples sont déjà debout face à toute éventualité. Ce n'est pas pour rien quand vous voyez, on a demandé au peuple de redoubler de vigilance, de dénoncer toute présence suspecte et de ne pas se laisser, en tout cas, emporter par tout enrôlement, proposition d'enrôlement pour aller poursuivre le rang de ces groupes armés, en tout cas, qui sont financés et aidés par qui on connaît aujourd'hui. Donc, le fait que l'AES et les chefs d'État se communiquent, c'est un investissement cinglant pour les chefs d'État, en tout cas de cette CEDEAO moribonde aujourd'hui, qui se cherchent, qui ne savent même pas où aller. C'est dire tout simplement que l'AES les attend de pied ferme au plan militaire et au plan économique. On sait, c'est 54%. Quand on parle de cette relation sur de la CEDEAO, ces trois États pèsent très lourd. On va revenir par rapport à ça. C'est que sur le terrain aujourd'hui, ce communiqué est une mise en garde, rejette carrément les mesures, en tout cas les 6 mois ajoutés par les chefs d'État qui violent les textes de façon unilatérale, qui n'ont aucun respect, aucune considération pour le chef d'État, et aussi ils répliquent pour les défis. Ça n'engage que vous. Nous avons déjà dit que nous sommes sortis le 29 janvier à 0h, on n'est plus membre de la CEDEAO. Et une fois de plus, comment se crêper les chignons, comment se chiffonner quand il s'agit de ces trois États. Pourtant, on a vu la Mauritanie quitter en 2020, si je me trompe. En 2000, ça n'a pas suscité tout ça. Parce que tout simplement, ces trois États représentent de gros intérêts géostratégiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que leur partenariat avec la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran n'a pas été fait au hasard. Les trois chefs d'État ont été des visionnaires, ils ont vu les choses venir, ils se sont préparés par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est des partenariats gagnant-gagnant, c'est des partenaires qui sont très sérieux, qui sont pragmatiques, contrairement à celui qu'on a chassé ici en plein jour après avoir été à la base de la mort de milliers de personnes civiles et militaires. Vous, Bokari Diko, Destor, je vois que vous êtes le responsable de la communication, vous l'a dit, et le chargé des médias au sein de la conférence, la confédération des peuples, en attendant effectivement que l'on parvienne à cette fédération. Il y a d'ailleurs ce communiqué signé par vos soins, du moins par la cellule de la communication qui est en image avec nous, ce message de la CPAES suite donc à la dénonciation par le collège des chefs d'État de la confédération des États du Sahel, et bien des manœuvres de la CEDEAO et de ses complices impérialistes. La Confédération des peuples de l'AES est donc alertée sur les manœuvres de la CEDEAO et ses complices impérialistes suite à la déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel en date du 22 décembre 2024. La CPAES salue la posture d'anticipation et les décisions préventives de nos autorités pour assurer la souveraineté de nos États, défendre l'intégrité territoriale de nos pays et protéger les intérêts des peuples de la Confédération. La CPAES apporte donc son soutien indéfectible aux décisions prises par nos autorités, se joint à elles pour inviter les peuples de l'AES à la vigilance, à dénoncer systématiquement tout suspect ou force de sécurité et à rejeter les propositions de manipulation et d'enrôlement au sein des groupes terroristes. La CPAES réitère donc sa volonté d'accompagner nos autorités dans la concrétisation des idéaux de la Confédération de l'AES et demeure donc convaincue que face aux manœuvres de déstabilisation de la CEDEAO et ses complices impérialistes, l'union sacrée entre les peuples et les forces de défense et de sécurité et les peuples de notre Confédération est notre meilleure arme pour la victoire finale. Peuple de l'AES unis et solidaires,
nous vaincrons Bamako, Ouagadougou, Niamey, signé le 23 décembre 2024, la cellule de la communication. Alors, Nestor, on vous retrouve de manière officielle, du moins de votre point de vue, cette fois en tant qu'individu. Comment analyser donc cette communication, cette déclaration conjointe de ces trois pays de l'AES face donc à cette menace globale qui se dessine désormais aux frontières de l'AES? Merci pour la parole. Et par rapport à cette déclaration que nous avons produite hier pour répondre à des soucis peut-être de liaison avec l'ex-CEDEAO qui n'est plus la junte. Allô? Allez-y. Nous avons été très clairs là-dessus que nous sommes déterminés à accompagner nos trois chefs d'État, c'est-à-dire ses excellences Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tchani. La CPAS aussi défend le peuple intègre de ces trois pays. Et donc, nous avons pris position de façon claire, voilà, parce que nous avons retiré notre volonté d'accompagner nos autorités jusqu'à la libération finale de notre continent. C'est pour ça que nous appelons tous les peuples à réveiller, à s'engager, à aimer leur patrie et à défendre la patrie, vaille que vaille, coûte que coûte. Que tu sois FDS, que tu sois civil, partout où tu es, il faut garder la vigilance parce que nos chefs d'État ont lancé l'alerte. Et donc, l'AES est en état d'alerte maximale. Et si nous sommes en état d'alerte maximale, ça veut dire que nous sommes en guerre. Et si on est en guerre, on ne doit pas baisser la garde, on ne doit pas se laisser manipuler, on doit être patriote, on doit être soldat engagé partout où nous nous trouvons. Donc, nous sommes ici comme des soldats dans les médias, dans la communication. Et aussi, nous demandons à chacun de nous, partout où nous sommes, que ce soit au marché, que ce soit au bureau, il faut être patriote. Il ne faut pas laisser te manipuler par qui que ce soit. Pour des billets de banque, tu vas te créer des soucis. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est maintenant ou jamais. Ça passe ou ça casse. Voilà pourquoi nous interpellons le peuple à encore redoubler d'efforts. Et je profite de votre micro pour dire que ce n'est pas fini, ce n'est que le début de la communication. Parce que nous devons nous retrouver à Bamako le 28 janvier 2025, Bamako qui est donc la capitale de l'AES. Nous allons nous retrouver le peuple du Mali, du Niger, du Burkina au Mali. Et nous allons manifester et écrire notre mémorandum de sortie officielle à la CEDEAO pour remettre à son excellence le général d'armée Assimi Goïta pour qu'il le transmette au président de l'ex-CEDEAO pour lui montrer que le peuple a décidé. Nous sommes avec nos autorités, quelles que soient les menaces, quelles que soient les velléités, nous sommes déterminés à défendre nos autorités, nous sommes déterminés à défendre notre territoire, nous sommes déterminés pour notre souveraineté. Donc aucune menace, aucune intimidation ne peut nous dérouter de notre mission. Nous sommes déterminés, nous sommes un peuple. C'est ça Thomas Sankara disait, un peuple déterminé est plus puissant que des bombes atomiques. Un peuple qui se mobilise est plus qu'une bombe atomique. Donc nous sommes réveillés, debout, solides et déterminés pour accompagner nos autorités, protéger, défendre notre patrie, vaille que vaille, coûte que coûte, parce que nous sommes à la phase de la confrontation. Tel que je l'ai toujours dit à mes collaborateurs, ce n'est plus l'heure de dormir, ce n'est plus l'heure de sommeiller, ce n'est plus l'heure d'observer, c'est l'heure de passer à l'offensive directe. Et nous sommes en train d'aller jusqu'à l'arrivée finale. Donc là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il n'y a plus de demi-mesure, dire qu'on va faire masse arrière. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Allez, merci à vous Mandela Premier pour ce premier jet d'analyse. Younous Soumaré, je vous retrouve et dans le communiqué donc de cette déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, il y a donc un appel lancé à l'endroit des populations de l'AES à redoubler de vigilance. Il arrive mais surtout à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement donc au sein des groupes terroristes. Alors, Younous Soumaré, il y a donc cette volonté de vouloir davantage consolider donc, ce tandem armée-nation, armée-population, afin donc effectivement de pouvoir au mieux faire face à cette menace qui est donc commune à ces trois pays. Mais d'abord, comment expliquer toutes ces velléités de déstabilisation qui pèsent contre l'AES aujourd'hui? Merci beaucoup. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que
le monde entier est au courant de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ici, notamment au sein de la CEDEAO. Je prends le cas du Sénégal. À un moment récent, donc je pense que vous avez entendu le président sénégalais appeler l'Europe pour la sécurité. Et bien sûr, c'est l'armée européenne qui fait appel à l'armée européenne pour qu'on puisse vraiment faire la sécurité de la frontière Mali et comment on appelle le Sénégal. Vous avez vu François Lecointre qui veut même recoloniser l'Afrique. Vous avez entendu aussi ou bien vu les Américains faire le défilé à Abidjan, et y compris l'armée française aussi, qui ont même un port qui a été attribué à l'armée française, et puis même des aéroports. Et ils faisaient aussi des navettes à la frontière Mali, comme on appelle Mali-Côte d'Ivoire. En plus de cela, vous avez aussi, comme on appelle, un cri de cœur de l'Algérie. L'Algérie qui fait frontière avec le Mali tout récemment. L'ambassadeur de la France a été appelé pour ça. Et voilà, tout ça là, ça présage que nous allons maintenant rencontrer notre camarade Ibé, qui est Ibrahim, le capitaine Ibrahim, qui disait à un moment donné, je cite, que il dit préparez-vous pour la guerre de haute intention et de haute intensité. Ce n'est pas seulement du terrorisme, ouvrez l'œil, c'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO s'est ralliée aux côtés des terroristes pour affliger des sanctions contre ces trois États, ce qui est inacceptable. Bazoum a été clair dans sa déclaration lorsqu'il était président du Niger. Il avait dit à Macron que non, les sanctions n'existent pas dans les textes de la CEDEAO. Alors, d'où viennent maintenant ces sanctions contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, si la CEDEAO n'est pas ralliée au terrorisme? Donc, c'est un instrument des terroristes donc, qui sont en train de nous entourer. Ils nous entourent et puis ils essaient de déstabiliser nos États. Donc, la souveraineté, la dignité n'ont pas de prix. Donc, nous sommes tous appelés à faire face dès lors que la CEDEAO, qui s'est donné un an pour maintenant se prononcer sur la sortie de l'AES de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on voit la même CEDEAO qui fait des manœuvres dilatoires pour se donner 6 mois pour faire quoi? Si ce n'est pas, si ce n'est que amener encore les terroristes aux frontières de la CEDEAO pour attaquer l'AES. Donc, un an, quelques jours, il reste quelques jours pour que la CEDEAO puisse se prononcer. La CEDEAO se donne 6 mois. Au nom de quoi la CEDEAO va se donner 6 mois s'il n'y a pas un complot? Puisque la France est déterminée à en découdre avec l'AES. Et nous sommes là. Et c'est le même pays, là encore, comme on appelle le Sénégal, qu'un ambassadeur ukrainien avait déclaré qu'il avait donné coup de main, comme on appelle, aux terroristes, en tuant plusieurs militaires maliens et puis des Russes. Vous voyez, donc c'est-à-dire la CEDEAO est devenue une organisation terroriste. Il faut clairement appeler le chat par son nom. Donc ce n'est plus maintenant une organisation comme on appelle, comme on entendait, parce que l'organisation a été créée. Les fondateurs de cette organisation, c'est le Mali, le Burkina et puis le Niger. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus dans ce cadre-là. Ils sont dans les cadres des valets locaux et de la France, de l'impérialisme. Et voilà, en quelques mots, ce que je peux vous donner comme position du collectif pour la défense des militaires. Alors, c'est pour dire que nous sommes des millions nous sommes des millions, comme on appelle,
des forces de sécurité. Donc ce n'est pas seulement les forces de sécurité qui détiennent les armes, même nous qui sommes ici les civils. Donc nous devrons faire face à notre dignité, nous devrons faire face à notre souveraineté, nous devrons faire face au territoire de l'AES. Tout le monde est interpellé, comme vient de dire l'instant. Le 28, tout le monde à Bamako ici, pour montrer à la face du monde que nous sommes main à main avec nos autorités. Et voilà quelques interventions que j'ai à vous dire. Merci. On a eu quelques bisbilles bien avant cette communication du collectif des chefs d'État de la Confédération, des bisbilles entre ces pays de l'AES avec certains pays qui seraient considérés par certains comme étant des pays inamicaux. On va pas y revenir là-dessus, mais il y a un nom qui est revenu récemment dans les discussions, c'est donc le Nigeria qui est présenté désormais comme étant peut-être la base avancée de la déstabilisation donc contre les pays de l'AES, même si officiellement on a eu, je crois en août dernier, une forme de paix de brave entre les différents généraux nigérians et même nigériens, faisant effectivement dissiper les nuages d'accusations qui pesaient donc sur ces dynamiques de déstabilisation dont semblait porter une partie de l'opinion nigérienne contre son voisin nigérian. Aujourd'hui, est-ce qu'il est acté véritablement, vous qui vivez les faits depuis donc cet espace sous-régional, que le Nigeria véritablement ce poste avancé qui est donc bien entendu préparé contre votre pays, du moins si on s'en tient aux communications des officiers, des autorités du Niger? Oui, bien sûr. Nigeria est un poste avancé pour la déstabilisation de l'AES, ça ne surprend guère. De toutes les façons, depuis l'arrivée du général Abdraman Tiani à la tête du Niger depuis 26 juillet 2023, le Nigeria était prêt à rentrer en guerre avec le Niger. Il était prêt à donner son espace, tout. C'est parce que l'armée, au sein de l'armée, il y avait des incompréhensions. L'armée n'était pas d'accord avec le président Tinubu, c'est ça qui a retardé les choses. Et c'est parce qu'il y a eu la déclaration du Mali et du Burkina pour soutenir le Niger qu'il y a eu report d'attaque sur le Niger. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé. Donc, naturellement, ils vont se réorganiser autrement. Donc, d'où la fermeture de la frontière avec le Bénin. Mais ce que je peux dire à cela, c'est une ingratitude de la part de Tinubu. Si nous nous rappelons très bien Amani Douari, qui était l'ex-président du Niger, sans lui son soutien, en apport, en son temps, le Nigeria ne sera pas aujourd'hui un État fédéral unique. Parce qu'avec la guerre de Biafra en 1967, la France avait soutenu, la France et l'Allemagne, et même l'Angleterre avaient soutenu les rebelles en son temps pour la partition du Nigeria, avec la complicité de certains pays africains comme base arrière, comme la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est grâce à la détermination d'Amadou Douari, l'ex-président du Niger, qui s'est engagé corps et âme, qui a tout fait pour soutenir le Nigeria, parce que les pays européens avaient mis l'embargo sur le Nigeria. Le Nigeria ne pouvait pas commander des armes. Il a fallu que le Niger commande des armes comme si c'est pour eux. Et c'est à partir maintenant du Niger que le capitaine, un des capitaines que Amadou Douari va désigner, c'est lui qui fera tout son possible pour faire rentrer toutes ces armes-là du côté du Nigeria, et avec le soutien de la Russie. La Russie qui les a soutenus en son temps en passant par le Niger pour que le Nigeria puisse recouvrer son intégrité territoriale. Donc aujourd'hui, moi je trouve que Tinubu est en train de payer l'ingratitude au Niger, tel que l'Algérie est en train de le faire avec Mali. Nous avons vu hier Modibo qui a aidé l'Algérie à gagner son indépendance. Aujourd'hui, c'est le même Algérie qui veut collaborer avec l'impérialisme pour la partition du Mali. Hier, l'impérialisme française, européenne, otanienne était contre le Nigeria. Ils ont même engagé des rébellions en territoire nigérien qui a tué 2 millions de morts. Je vous dis minimum 2 millions de morts en son temps. Dans cette sale guerre que la France a financée, guerre de Biafra. Il a fallu l'engagement du Niger les a soutenus à tous les niveaux, diplomatiques, militaires et même des hommes, parce qu'on en connaît des Nigériens qui se sont enrôlés
pour aller combattre en son temps côté du Nigeria pour la libération du Nigeria. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui se sert de base arrière pour déstabiliser le Niger. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Si ce n'est pas l'ingratitude, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'Algérie et le Nigeria peuvent être des belligérants, peuvent être des ennemis de l'AIS. Ça, c'est incompréhensible et nuisible. Voilà. Donc, ceci étant, pourquoi le Nigeria est devenu base arrière? Voici les raisons qui expliquent cela, parce que Tinubu était un vieux trafiquant de drogue qui a même été accusé aux États-Unis pendant un moment pour affaire de drogue. Donc on le tient avec ça. Aujourd'hui, il est un instrument de l'impérialisme qui est en train de ramener le Nigeria au plus bas niveau de son histoire. Et je pense qu'il est temps pour le peuple nigérian et l'armée nigérienne de s'assumer. Parce qu'on ne peut plus continuer à regarder ces bêtises-là se passer. Comment se fait-il que l'armée française se retrouve au Nigeria? Et la semaine passée, je regardais une vidéo où j'ai vu l'armée française tout bonnement calée au Nigeria en train de collaborer avec certains militaires nigériens. Alors que Boko Haram, tout le monde sait que la France soutient le terrorisme. Boko Haram est là-bas depuis 2009. Ça tue, ça enlève les jeunes filles nigériennes. Bola Tinubu est incapable d'équiper son armée. Pour s'occuper de ça, c'est pour venir se mêler dans l'affaire de AIS. Alors, comme le général Toumba, ministre de la Sécurité du Niger, l'a dit, celui qui tente pour toucher Niger ou bien l'AIS, c'est la mort définitive et l'enterrement définitif de la CEDEAO. Actuellement, la CEDEAO est morte, c'est pourquoi moi je l'appelle l'ex-CEDEAO. Mais s'il ose une action militaire contre le Niger ou bien un autre pays de l'AIS, c'est l'enterrement définitif de la CEDEAO. Alors donc, façon que l'armée de l'AIS est déterminée, c'est comme ça aussi le peuple de l'AIS est déterminé. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes en phase de confrontation directe. Comme j'aime toujours le dire, ça passe ou ça casse et ça va passer. Parce que nous sommes déterminés. L'histoire, la survie et la renaissance de la race noire se vit dans l'AIS actuellement. Donc, il n'y a pas d'amusement. Nous sommes engagés et nous devons aller jusqu'au bout de la victoire. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de recul. Donc, c'est pour dire que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Personne ne peut nous intimider, personne ne peut nous effrayer. L'AIS est déterminé. Que le Nigeria soit base arrière ou pas, si le Nigeria tente, il va regretter. Donc, je profite de l'occasion pour dire à l'armée nigérienne et au peuple nigérien de raisonner les présidents dormeurs là qu'on appelle Tinubu, qui est un trafiquant de drogue, qu'ils se ressaisissent le plus vite possible. Parce que l'AIS n'a pas envie de provoquer un pays africain. Mais celui qui vient nous trouver, il va savoir qu'il a affaire à un garçon. Parce que nous ne sommes pas intimidables. Voilà, nous ne sommes pas des Alassane Ouattara, des Patrice Talon. Nous sommes des garçons. L'AIS, ses dirigeants et son peuple sont des garçons. Et personne ne peut nous intimider. Nous sommes dans un combat de libération et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Comment expliquer donc finalement qu'un pays, le Nigeria, qui a des prétentions d'assumer effectivement une forme de peut-être pas de souveraineté, mais d'aîné, on va le dire ainsi, au sein de cette sous-région, se retrouve effectivement aujourd'hui à être, passez-moi l'expression, le coursier des impérialistes pour la déstabilisation des pays de l'AES. Est-ce que les menaces, les tentatives de déstabilisation évoquées par le gouvernement nigérien, de votre point de vue, sont fondées aujourd'hui, Boukari? Tout à fait. Ces accusations elles sont tout à fait fondées, elles sont justifiées, les preuves existent. Mais parler du Nigeria, c'est de parler d'un géant au pied d'Achille. Le Nigeria a une grande armée, c'est non. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Le fait vient de le rappeler, la mini-crise qui a eu lieu entre le Niger et le Nigeria, où Tinubu au cours a promis à ses pairs, la CEDEAO à Macron, eh bien, écoute, je vais déloger le général Tchani tout de suite et on va réinstaller Bazoum. Et on l'a rappelé à l'ordre. Parce qu'en réalité, quand on regarde l'histoire de l'armée nigériane, elle est très sérieuse. Que la majorité de la composition de l'armée nigérienne est faite de Hausa. Et l'autre part, vous avez le Yoruba et les Ibo. Et les partis Yoruba, Ibo ne sont pas prêts à ce que l'armée nigérienne aille verser le sang de leurs frères nigériens.
Donc le Nigeria, en fait, a un problème très sérieux. Donc, il vous fait croire qu'il peut, en tout cas, casser la dynamique de l'AES, sachant très bien que non seulement il n'y aura pas le l'aval de ce Parlement, mieux, encore moins, l'armée étant déjà divisée et en insistant, il risque d'avoir l'un des coups d'État les plus sanglants de l'histoire du Nigeria de ce 21e siècle, qui ne fait pas garde. Parce que, au plan militaire, au fond, ça ne va pas, ça boue entre eux là-bas, les militaires. Au plan social, en tout cas, les communautés sont déterminées, surtout les régions frontalières avec le Niger, elles ne sont pas prêtes à voir, en tout cas, voir leur sang de leurs frères nigériens versé au nom d'une politique de Tinubu qui ne cadre pas avec leur désirata des peuples. Parce qu'en réalité, on a dit la CEDEAO des peuples, on n'a pas de la CEDEAO des chefs d'État mal élus, des valets locaux français qui sont en train de défendre mordicus les intérêts de la France au lieu de défendre les intérêts de leur peuple pour lesquels ils ont été élus. En réalité, quand vous regardez un peu, ce président-là se soucie peu de la sécurité des peuples. Ils se soucient de leur fauteuil, de leur fauteuil juteux et des avantages que le colon français tire de leur règne. Donc aujourd'hui, pour moi, cette menace du côté nigérian ne passera pas parce que n'oublions pas, les femmes des forces armées nigériennes, ça fait des décennies qu'elles sont dans cette lutte contre le terrorisme. Idem avec le Mali, idem avec le Burkina Faso, surtout avec l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, qui a donné un nouveau sang à l'armée burkinabé, qui l'a rééquipé, qui est en train de la former. On a vu aujourd'hui les résultats sur le terrain. Donc pour revenir à ce cas du Nigeria, pour moi, c'est du typo, ça ne peut pas passer, parce que si ça incite, ça va faire qu'entre eux, il va y avoir un coup d'État. Mieux que ça, le Bénin ne va pas échapper aussi à un coup d'État populaire qui va pousser les militaires, comme ça s'est passé le 18 en 2020, à faire un coup d'État à Patrice Talon, qui en fait est devenu un palais français qui ne s'en cache pas. Comment expliquer cette base militaire française dans la forêt là-bas, à la frontière nigérienne, qui est connue, détectée, et qui est en train de former des terroristes qui vont venir attaquer le Niger, encore les pays de l'AES. En fait, pour moi, cette sortie du Nigeria rappelle sa dernière sortie où elle a mordu, Tinubu a mordu la poussière. En fait, Tinubu est en train de se jouer de Macron, qui sait très bien qu'il ne pourra pas appliquer les sortes de Macron sans l'aval du Parlement nigérian, encore moins sans, en tout cas, une armée nigériane soudée. Mais pour la plupart, il faut retenir, l'armée nigériane a montré ses faiblesses avec ses pertes de milliers d'hommes face à Boko Haram. N'eût été l'armée nigérienne, n'eût été l'armée camerounaise de l'autre côté, je pense que l'armée nigériane a subi beaucoup de revers. C'est pas cette armée qui pourra faire face à cette force de frappe des armées de l'AES aujourd'hui, qui ont le moral requinqué à bloc, suréquipées, si je peux me permettre cette expression, qui sont prêtes aujourd'hui à finir avec ces présidents mal élus qui n'ont pas compris encore la voie empruntée par nos trois présidents. C'est une voie irréversible, qu'aucune puissance au monde ne pourra l'arrêter. Ça me rappelle quand le président américain disait, en tout cas aux Français, de faire attention. Les Africains ont pris une voie en se référant au coup d'État du Mali et du Burkina Faso, que nous devons changer de politique. Je pense jusqu'à présent, les Occidentaux n'ont pas compris que l'AES, qu'elles sont en train de minimiser, est sur une bonne voie et soutenue par des partenaires solides qui veulent un nouveau monde respectueux de l'intégrité et de la souveraineté des peuples et de la dignité des peuples.
Merci à vous. Alors, Younous Soumaré, je vous retrouve alors qu'on a l'impression de vivre depuis un moment une forme de recrudescence de mouvements terroristes visant donc notamment le Niger. Très récemment, un groupe terroriste s'est d'ailleurs attaqué à ces différentes installations de ces infrastructures pétrolières. Un groupe terroriste supposément donc basé au Nigeria et à quelques kilomètres effectivement de la frontière avec le pays, qui a donc pris pour cible dans ces infrastructures pétrolières, qui a donc mis à mal en tout cas le pipeline reliant le Niger au Bénin. Alors, de votre point de vue, est-ce qu'il est, lorsqu'on convoque, puisque les raisons de ce sabotage ne sont clairement pas identifiées, on ne voit en aucun cas, comment est-ce qu'un groupe terroriste devrait s'en prendre véritablement à ce pipeline, alors que depuis sa mise en place, il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque sabotage. Alors, est-ce que ces éléments convoqués sont la preuve, sont du moins développent un ensemble d'éléments qui justifient aujourd'hui les accusations portées notamment par le Niger contre son voisin nigérian, le présentant comme étant désormais le poste avancé de l'impérialisme pour saquer donc toutes les dynamiques de construction de cet État-là sur le plan sécuritaire, mais surtout économique, notamment s'attaquant à ce pipeline Bénin, du moins Niger-Bénin? Oui, je ne cesse de revenir sur la déclaration de notre camarade, toujours Ibrahim Traoré, qui avait dit que non, soit ces impérialistes passeront, ils viendront directement nous attaquer, ou ils passeront toujours par les, comment dirais-je, ils passeront toujours par les valets locaux. Donc, ce sont ces valets locaux aujourd'hui qui sont en train de faire le travail à leur place. Et d'où maintenant la CEDEAO s'est donné 6 mois pour pouvoir vraiment donner sa position au retrait de l'AES. Je pense que si nous avons, notre mémoire ne nous trahit pas, combien de fois l'AES a crié qu'il y a des militaires qui sont fraîchement rentrés au Bénin pour déstabiliser le pays. Donc, et le Nigeria, il n'y a pas très longtemps, le Nigeria était reçu par Emmanuel Macron. Alors, dans quel contexte? Et aujourd'hui, voilà encore cette même organisation qui vient violer encore ce texte, toujours dans le but de déstabiliser l'espace AES. Donc, vraiment, c'est-à-dire, toutes les carottes sont cuites pour qu'on puisse vraiment faire face à leur sale besogne. Donc, nos autorités étant, pour anticiper, les autorités maintenant ont lancé à la population de l'AES d'être vigilants. Tous, c'est un combat qui nous regarde tous. Donc, ce n'est pas seulement un combat militaire. Puisque les valets locaux sont parmi nous, et c'est ça qu'il faut les maîtriser. Sans eux, ces gens-là ne viendront pas. Donc, j'avais oublié encore un pays donc, qui avait reçu aussi l'OTAN, qui est la Mauritanie. Vous voyez? Donc, tout ça s'est passé dans ce laps de temps. Lorsque les autorités nous donnent vraiment des précisions pareilles, et il va de soi que vraiment le peuple de l'AES puisse se mettre debout et puis lutter jusqu'à ce que nous sortons de ce système de déstabilisation par les impérialistes. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de faire un combat de libération, un combat d'indépendance. Donc l'indépendance, c'était seulement sur papier, mais au sens réel, donc c'est maintenant que nous venons de commencer maintenant la guerre de l'indépendance. Donc d'où le camarade a parlé que non, ce n'est plus maintenant un problème terroriste, mais c'est au-delà du problème de terrorisme. C'est maintenant la décolonisation.
Voilà. Merci à vous, Younous. On peut savoir que Issa Diawara est à nos côtés ce soir. Issa, bienvenue. Oui, bonsoir mon cher Fabrice Ndoum, bonsoir mon frère Younous et aux autres co-panélistes. Bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média et bonsoir à l'Afrique qui est en train de nous écouter en ce moment. Merci beaucoup. Alors, Général, on reste avec vous. Que se passe-t-il avec le Nigeria, aujourd'hui accusé de déstabiliser le Niger et partant tous les pays de l'AES? Bon, le Nigeria, vous savez, d'abord, il faudrait prendre en compte ce voyage d'Ahmed Boula Tinubu à Paris. Ça faisait déjà depuis l'an 2000. Aucun président nigérien avait entamé un tel voyage. Bola Ahmed Tinubu, comme vous le connaissez un peu à travers son passé, qui est-il? Il se faisait passer pour un homme d'affaires quand des militaires étaient au pouvoir au Nigeria. Bola Ahmed Tinubu, c'est celui qui a été poursuivi à un moment pour des histoires de drogue au niveau des États-Unis. Bola Ahmed Tinubu, c'est celui qui, quand il arrive à la tête de la CEDEAO, à peine qu'il était à la tête du Nigeria quelques mois après, moi à sa place, il fallait au moins attendre un an après l'entrée en fonction pour prendre la tête d'une organisation sous-régionale dont on n'a aucune expérience. Il n'a jamais été un administrateur quelconque de la CEDEAO. Bola Ahmed Tinubu, c'est ce monsieur qui n'hésite pas à se jeter sur la moindre opportunité. Donc il a été en France récemment et bien avant, donc il a eu à faire beaucoup de choses. Les départs des pays de l'Est de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu en est pour beaucoup. C'est lui qui a été instrumentalisé, manipulé dès le départ. Et aujourd'hui, c'est Bola Ahmed Tinubu, il essaie de courir après les pays de l'Est, comme on le dit à Bambara. C'est-à-dire quoi? Et quand un berger passe son temps à dormir, il va essayer de courir pour rattraper le même temps perdu. Parce qu'entre-temps, son troupeau quand même serait très loin. Bola Ahmed Tinubu, c'est ce monsieur, donc comprenez un peu qui c'est maintenant, que veut le Nigeria. C'est que veut le gouvernement du Nigeria, parce que les populations du Nigeria ne sont pas de cet avis. N'oublions pas que le Nigeria est l'un des pays africains qui a connu le plus de coups d'État, en total 8 coups d'État, si je ne me trompe pas. Donc le Nigeria, c'est un peuple qui veut réellement, qui tient beaucoup à sa souveraineté, mais qui est pris en otage par des gens comme Tinubu. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour revenir à votre question, après avoir planté les décors au niveau du contexte? Bola Ahmed Tinubu, c'est que la France est en train d'envoyer certains militaires. Parce que la France, nous l'avions dit, étant en difficulté économique, ne pouvant pas garder certaines bases. Des militaires qui quittent le Tchad et peut-être qui vont quitter le Sénégal en partie, pas totalement, il y aurait peut-être quelques militaires sur place. Quelques militaires tchadiens, quelques militaires français sont en train d'être redéployés au niveau du Nigeria. Et le Niger accuse le Nigeria de 3 éléments fondamentaux. Premièrement, c'est la présence des militaires français dans les États du nord du Nigeria, c'est-à-dire à la frontière avec le Niger. Ce qui est inadmissible, vu que les deux pays sont réellement des peuples frères. Et la population la plus nombreuse au Niger, ce sont les Hausa, qui font plus de 47% de la population, suivi des Hermans. Et du côté du Nigeria, après les Yoruba, ce sont les Hausa qui font plus de 18% de la population. Donc les deux pays sont en réalité des peuples frères. Mais pourquoi Bola Ahmed Tinubu, lui, peut-être c'est pourquoi il joue un jeu dangereux. Lui, les Yoruba, il n'est pas Hausa. Les États noirs du Nigeria qui sont des Hausa, qui ne voulaient pas du tout de la déstabilisation du Niger, mais Bola Ahmed Tinubu est en train de créer quelque chose qui est très grave. Donc il reçoit des militaires français de l'autre côté, les agents de la DGC, au vu de déstabiliser le Niger. Parce que le 13 décembre 2024, il y a eu une attaque contre les pipelines, c'est-à-dire cet acheminement du pétrole du Niger vers le Bénin. Cette attaque du 13 décembre 2024 porte la marque des terroristes qui sont venus directement du Nigeria. Et ça, c'est inacceptable. Ensuite, la troisième chose que le Niger reproche au Nigeria, c'est que le Nigeria lui-même est en train de déployer son armée tout au long de la frontière avec le Niger. Ça, c'est pour couvrir une avancée des terroristes. C'est pour former davantage des terroristes tout proche des frontières du Niger. Donc ça, c'est une situation inadmissible. Et Bola Ahmed Tinubu, il a le malheur ou le bonheur, en tout cas, d'avoir effectué, il a son deuxième mandat successif à la tête de la CEDEAO, un moment qui coïncide avec les velléités agressives de la France, mais via la CEDEAO contre le Niger.
Voici un peu ce qui se passe entre le Nigeria et le Niger. Et le Niger aujourd'hui, qui est un pays souverainiste, un pays membre de l'Est, ne va pas se laisser faire. Parce que ce que les pays de la CEDEAO font, on fait croire à l'opinion, ok, on ne veut pas que vous quittez, nous sommes tous des frères, nous sommes tous, j'ai dit, drôles de frères que nous sommes. Hein. Des frères qui veulent faire des guerres réellement à d'autres frères. Des frères qui ont coupé des médicaments aux hôpitaux, j'ai perdu beaucoup de mes enfants dedans. On dit qu'on est frères. Des frères en réalité qui ont coupé l'énergie, disent qu'on est frères. Des frères qui ont empêché le Niger de nourrir ses propres enfants, c'est des frères. Des frères qui ont pris en otage l'argent du Niger dans leur banque. Ils appellent ça vraiment être frères. Des frères qui ont cumulé illégalement des sessions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Les deux organisations qui sont même un peu contradictoires. C'est une drôle façon d'être frère. Des gens comme Alassane Dramane Ouattara, n'oublions pas qu'à la création de la CEDEAO, à l'époque, hein, que les Ivoiriens qui nous écoutent, qu'ils comprennent, c'est l'histoire. La Côte d'Ivoire n'était pas du tout pour. Houphouët-Boigny était opposé. Parce que la France pensait que c'était une façon de contrebalancer son poids au niveau sous-régional. Et la France voulait garder une zone uniquement des pays qui consomment les francs CFA. On était un peu dans ce cas de figure. Et qu'à l'époque, le Mali, l'un des pays à l'initiative, n'utilisait pas encore les francs CFA. On est un peu dans ce cas de figure, c'est du banditisme international qui ne dit pas son nom. Parce que beaucoup d'entre eux, peut-être aussi, ignorent l'histoire. Donc, Bola Ahmed Tinubu, en voulant, en vassalisant la CEDEAO, mais nous avons entendu, beaucoup nous disent, mais le Nigeria, le Ghana, ce sont des pays anglophones, mais c'est que beaucoup n'ont pas compris. Le Nigeria et le Ghana sont des pays, principalement le Ghana, un pays très endetté auprès du FMI. C'est des pays très endettés auprès des institutions d'Hollywood et de Bretton Woods. Regardez un pays comme le Ghana, qui ne vit aujourd'hui qu'à travers une perfusion du FMI. Or, qui parle du FMI? Les pays européens ont plus de 26% du droit de vote au niveau du FMI. Et les États-Unis ont plus de 16% de droit de vote. Et la Banque mondiale, on sait ça, c'est entre les mains des Américains. Et le FMI, c'est entre les mains des Européens, même si vous allez voir une autre nationalité à la tête. C'est un outil contrôlé par les Européens et les Américains. Donc, tous les pays africains endettés auprès de ces deux institutions, que vous soyez francophone ou pas, vous êtes tenu par les Européens et les Américains. C'est ce qu'il faudrait dire aux Africains. Un francophone, anglophone, ça, ce n'est qu'une question linguistique. C'est juste une question de langue. Mais ce qui pèse dans ça, c'est le poids économique. Et aujourd'hui, le Nigeria fait partie, le Nigeria et l'Algérie sont les deux pays africains qui exploitent le plus d'hydrocarbures en destination des pays de l'Union européenne. C'est le Nigeria et l'Algérie. Donc, on est un peu dans ces cas de figure, mais la France aujourd'hui, sachant bien que l'énergie de la France, son autonomie énergétique, n'est pas fondée sur le pétrole en tant que tel. Le pétrole, c'est en compensation d'une partie. Le pétrole est volé au Gabon, volé au Tchad, et puis volé au Congo-Brazza. Mais l'énergie de la France repose en grande partie sur l'uranium. Donc la France est prête à tous les moyens, qu'il s'agit de vouloir discuter avec les pays de l'Est, semblant de discussion, pour ne pas perdre l'uranium du Niger. La France met tout son poids. Qu'il s'agisse de vouloir poursuivre le Niger devant les instances internationales, c'est ce que la France est en train de faire pour ne pas perdre l'uranium. Et vouloir déstabiliser aussi le Niger, la France est en train de le faire. Donc la France a activé les trois leviers. Si les discussions peuvent permettre d'aboutir à quelque chose, tant mieux. À défaut de cela, si les instances internationales peuvent contraindre le Niger pour que la France ne perde pas l'uranium du Niger, tant mieux, c'est ce que la France fait. À défaut de tout cela, si il n'y a autre solution que de déstabiliser le Niger, la France tient à passer par là, mais en utilisant le Nigeria. Et bizarrement, et ce que nous avons salué surtout, d'abord bizarrement, c'est que Tinubu s'apprête à siéger. Mais heureusement, les pays de l'Est viennent de déclarer les trois pays de l'Est comme une seule zone d'opération.
Et c'est là son sens. Issa Diarra, Issa, puisque vous en parlez, comment interpréter pleinement et concrètement cette déclaration donc, du collège des chefs d'État qui ont donc décidé de mettre leurs différentes, du moins de mettre les forces armées de cet espace de l'AES en état d'alerte maximale? Que doit-on comprendre dans cette démarche? Il s'agit d'un état de préparation, des préparatifs à la guerre, à une guerre conventionnelle et une guerre totale très avancée qui a été activée. Alors, quand vous parlez, Issa Diarra, permettez-vous parler d'une guerre conventionnelle. Est-ce qu'on n'est pas en face, d'une guerre asymétrique parce qu'on ne sait clairement pas qui est l'ennemi, parce qu'il ne viendra pas à visage découvert? Ce sont des mouvements terroristes certainement qui vont décuper dans la région afin de discréditer davantage ces trois pays. On a évoqué tout à l'heure ce groupe terroriste venu du Nigeria qui a saboté les installations de ce pipeline Bénin, du moins Niger-Bénin. Est-ce que c'est pas ce genre de menaces auxquelles ces pays vont désormais être confrontés, cette fois-là à l'échelle beaucoup plus agrandie? La finalité de la guerre asymétrique, ça serait la guerre conventionnelle. N'oubliez pas que le président du Burkina Faso avait dit que les pays de l'Est doivent se préparer à une guerre de haute intensité. Cela va avec son sens. Est-ce avec les terroristes, c'est déjà une guerre asymétrique? Si c'est la guerre asymétrique, les pays de l'Est ont plus d'expérience que n'importe quel pays de la sous-région. Ça fait plus de 10 ans qu'on est là-dedans. Et puis nous sommes des pays qui ont la frontière. Nous avons, les pays de l'Est ont une frontière directe avec la Libye. Donc nous sommes un pays, les pays de l'Est connaissent à la fois désert, Sahel et puis forêt. Donc nous sommes les pays les plus expérimentés dans le cadre d'une guerre asymétrique. Et la guerre asymétrique est en train de montrer ses limites parce que non seulement le Mali contrôle totalement l'intégrité de son territoire, et le Burkina est en train de récupérer les restants des territoires qui échappaient au contrôle, que les familles démocrates avaient perdu. Au niveau du Mali, vous avez vu des groupes terroristes éliminés. Il y a une réduction des terroristes. Même l'autre jour, il y a des chefs terroristes qui se sont rendus au niveau de la localité de Tessit. Ça se trouve dans la fameuse zone des trois frontières. Parce que les trois armées combattent à ce niveau. Donc les terroristes n'ont plus où mettre la tête. Il y a des terroristes qui sont rendus aux forces armées du Mali. On a des cas de reddition, ce qui était du jamais vu. Et donc on a des cas de reddition, on a des gens des terroristes qui abandonnent les armes. Cela arrive. La guerre asymétrique du côté du Burkina, vous avez vu les derniers équipements qu'on vient de recevoir. Si ça ne tient qu'à la guerre asymétrique, on peut mettre, je ne sais pas, sur 100 ans, si on ne les neutralise pas totalement, ils ne pourront plus avancer. Donc la guerre asymétrique, moi, c'est limite. Mais la guerre asymétrique peut conduire à une escalade. C'est quoi? Le Niger, par exemple, a pu détecter que les terroristes sont venus du Nigeria. À ce rythme, si le Niger poursuit les terroristes jusqu'en territoire du Nigeria, qu'est-ce que cela peut occasionner? Les trois pays de l'Est vont entrer en guerre contre le Nigeria. Parce qu'on ne peut pas aussi permettre de voir des terroristes qui vont venir attaquer et en quelques heures, ils sont de l'autre côté des frontières du Nigeria en train de prendre des cafés bonnement avec des militaires de Bola Ahmed Tinubu. Ça, c'est une situation inadmissible. C'est ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Des militaires burkinabés qui ont pris en chasse des groupes terroristes qui ont traversé le fleuve et des militaires burkinabés étaient là, les regardant de l'autre côté de la frontière. Et à un moment, si vous voyez que les deux pays prenaient des militaires de part et d'autre, c'est à cause de cela, de telles incidences. Et du côté du Mali, nous voyons constamment des terroristes venir de la Mauritanie pour essayer de s'attaquer à nos positions. Au moment que nous sommes en train d'arracher cette mission, l'armée malienne est en train de mener des opérations intenses le long de la frontière sud-ouest avec la Mauritanie, c'est-à-dire le long de la frontière, notamment au niveau de la région de Nioro. Actuellement, les opérations sont très intenses dans ce secteur et allongeant même les secteurs de Nara parce que nous avons une unité d'élite, telles les bérets rouges qui sont positionnés au niveau de Mourdia qui participent à cette grande opération. Donc le long jusqu'au niveau du secteur de Nyono, donc toute cette bande frontalière, les forces armées du Mali sont engagées à pleine opération. Donc les problèmes des pays de l'Est, c'est des touristes qui viennent du Nigeria, des touristes qui attaquent le Burkina mais qui viennent de la Côte d'Ivoire, une partie du Bénin, du Togo, des touristes qui s'attaquent au Mali viennent en grande partie de la Mauritanie, puis de l'Algérie. Côté Tenzawaten, c'est à la frontière algérienne. Et Dieu merci que maintenant, là, c'est sous contrôle. Allô? Mais il faudrait, les pays de l'Est forment aujourd'hui un seul théâtre d'opération. En jargon militaire, ça veut dire quoi?
quand 3 pays disent nous sommes dorénavant un seul théâtre d'opération. Ça veut tout simplement dire que les militaires burkinabés, l'armée burkinabé peut dorénavant commander des opérations au Mali, peut commander des opérations au Niger. Et l'armée malienne peut bel et bien intervenir partout au Burkina, partout au Niger. Et c'est la même chose avec le Niger. Donc les frontières que nous avons, ça c'est des frontières administratives. Mais au niveau militaire, on n'a plus de frontières. C'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger sont un seul même pays sur le plan militaire. C'est ce que cela implique. Et cela implique quoi? L'alerte maximale, je vois, vous journalistes, vous êtes beaucoup focalisés sur cela. Mais l'aspect le plus clé dans les communiqués des pays de l'Est, du Collège des chefs d'État, c'est surtout les seuls théâtres d'opération. Cela implique quoi, M. Fabrice Ndom? Cela veut dire tout simplement qu'aucune tentative de coup d'État ne pourrait être tentée dans un pays de l'Est. Si vous voulez renverser un seul président des pays de l'Est, les 2 autres armées viendront vous combattre. Or, et généralement pour pour ceux qui connaissent l'histoire des renversements politiques, militaires des pays d'Afrique, quels qu'en soient les pays, le coup d'État part tout généralement d'une faction de l'armée. Il est rare de voir l'état-major dans son ensemble. C'est généralement une faction de l'armée qui se soulève et après, parce que l'effet de surprise est là, et après le décide tout de suite sur la garde présidentielle, donc les autres sont contraints peut-être de se rallier, les autres militaires. C'est pourquoi le coup d'État, généralement, ça prend 24 heures, 48 heures avant une annonce officielle, parce que les militaires entre eux prennent du temps avant de convenir sur certains points. Or, aujourd'hui, les pays de l'Est, les 3 pays, chacun est doté d'une armée de l'air bien puissante. Donc, vous tentez quelque chose, les 2 autres sont là, les 2 autres vont vous croquer, vous serez broyés. Donc, si la jeune française, si la gente de Joe Biden voulait utiliser une faction de l'armée pour renverser, parvenir à leur fin, d'où la prolongation de 6 mois, ça c'est déjà peine perdue, ça a été contrecarré par ce communiqué de l'AS qui, dorénavant, ne va pardonner aucune tentative de déstabilisation de nos institutions. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand on appelle les populations à la vigilance et à informer surtout, c'est-à-dire la guerre asymétrique, il faudrait accélérer cela, aller rapidement. Et la troisième des choses, l'état d'alerte maximum permet de dissuader dans le cadre de toute guerre conventionnelle. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays de la CEDEAO ne peut justifier auprès de son opinion une tentative d'agression contre les pays de l'AES. Il n'a pas cette cote de popularité. Quiconque tente cela, son armée, sa propre armée va les renverser là-bas. Ce n'est pas possible. Nous avions dit que les militaires, quand Bazoum faisait sa bouche là, nous avions dit à Bazoum à l'époque sur Afrique Média, nous avions dit faites attention, les militaires se connaissent entre eux. Ils ne vont pas s'entre-déchirer au nom des civils. Ça, c'était autrefois, c'est révolu. Les militaires africains aujourd'hui ont un niveau surélevé. Et quand Bazoum n'a pas compris, le général Modi est venu, il n'a pas compris ce qui s'est préparé. Il a tenté de limoger ces derniers et puis il a été déposé tout simplement. Les militaires entre eux se parlent. Les généraux du Mali, du Burkina, du Sénégal sont des frères, connaissent les autres généraux. Simple preuve, le chef d'état-major du Nigeria, Christopher Moussa, est venu au Niger. Avec son frère, ils ont discuté. Bola Ahmed Tinubu, il est sur un terrain glissant. Les mêmes messages que j'avais envoyés à Bazoum, je renouvelle ces messages pour Bola Ahmed Tinubu. Il doit beaucoup faire attention. Son chef d'état-major a déjeuné au Niger, il a pris du dîner, ils ont bien discuté. C'est entre militaires, c'est entre frères d'armes. Ils savent, et les militaires nigériens savent qui est derrière Boko Haram. Tinubu, avec ses yeux, de façon, s'il ne comprend pas grand-chose, qu'il ouvre encore largement ses yeux, qu'il ouvre grandement ses oreilles. Nous avions dit la même chose sur Afrique Média à Bazoum. Heureusement ou malheureusement, Bazoum n'a pas saisi la leçon. Un beau jour, on lui a dit, bon, écoute, il n'est plus président. Et Bola Ahmed Tinubu, c'est facile pour les militaires de déposer un président qui est vendu aux Occidentaux. Nous vous remercions. Alors Nestor, je vous retrouve, plusieurs fronts de guerre sont donc désormais ouverts, même si on s'en tient, à la lecture faite par le général Issa Diawara, il y a une véritable plus-value quant à la coordination donc désormais de l'armée du Sahel. Dans le fond, il est
l'armée des États de l'AES, pardon, dans le fond, il est clair qu'il y aura certainement plus de risques, donc, eh bien, de déstabilisation du point de vue interne venant effectivement de l'armée, parce qu'il y a une coordination de l'état-major de l'armée de ces trois pays. Mais ça fait quand même plusieurs fronts si on s'en tient à cette communication, à cette déclaration des chefs d'État de l'AES. Il y a le front Niger-Nigeria qu'il faudra sécuriser, le front Niger-Bénin qu'il faudra également avoir un œil là-dessus, un autre front Niger-Burkina Faso qui fait également l'objet des incursions des mouvements terroristes, le quatrième front Bénin-Burkina Faso. Alors, ça fait beaucoup. Est-ce que dans le fond, cette dynamique ne vise pas peut-être aussi à épuiser une forme de guerre d'usure, donc imposée notamment à ces armées de l'AES, afin peut-être de compter sur une guerre d'usure pour essayer effectivement soit de la fragiliser, soit alors de trouver quelque part une faille qui pourrait peut-être permettre à l'impérialiste de pouvoir véritablement trouver une issue? Bon, et moi personnellement, je ne suis pas militaire. Mais ce que je sais, l'AES aujourd'hui, avec sa force de frappe que nous avons, si ce n'est pas la France et ses alliés outaniens qui vont aider les pays voisins de l'AES, je ne vois pas lequel qui a cette puissance de frappe que l'AES a aujourd'hui. Il n'y a pas un midi 14, voilà, il n'y a pas à se comparer. Parce que même la Côte d'Ivoire, pour fêter l'indépendance, le 7 août, ils sont obligés d'aller louer des blindés de l'armée française où ils mettent des chicoches pour fermer la plaque d'immatriculation pour pouvoir faire le défilé. Après, ils ramènent ça donné aux Français à leur 43e Bima là-bas. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas compter sur cela. Ça, ce n'est pas une armée. Bénin aussi, c'est pareil. Quand tu prends le Nigeria, c'est pareil. Ça fait combien d'années le Nigeria en proie avec les terroristes qui ne peuvent pas les vaincre? Quand tu prends le Sénégal, l'armée sénégalaise, quel est leur fait d'armes? Je ne vois pas. C'est une armée bourgeoise qui est à l'image de la France. Si ce n'est pas les jeunes officiers qui vont renverser les choses, ces vieux officiers supérieurs-là, c'est des pourris, c'est des corrompus, c'est des gens qui sont des valets de la France-Afrique. Donc je ne vois pas parmi eux qui peut faire bouger les lignes. Des généraux bureaucrates et qui est prêt à aller mourir. Je ne vois pas. Et quand tu prends l'armée ivoirienne, à part les soldats de rang, qui sont courageux, déterminés, et même dans les soldats de rang aussi, il y a des Burkinabés dedans, il y a des Nigériens dedans, il y a des Maliens dedans. N'oublions pas que la rébellion de 2002 jusqu'en 2011, la majorité de ceux qui ont combattu côté des rébellions, de Guillaume Soro, donc le parrain était Alassane Ouattara, la majorité c'était des Burkinabés, des Nigériens, des Maliens, des Guinéens et autres. Et la plupart sont intégrés dans l'armée. Est-ce que ce ne sera même pas l'occasion de lancer une hostilité contre l'AES, même quand ces gens-là vont profiter de déposer le despote et chameau dribblé Alassane Ouattara, et même le Nigeria aussi, vouloir tenter une offensive contre le Burkina ou bien le Niger, ça sera l'occasion pour l'armée nigérienne de les déposer. Donc ici, selon les renseignements, là où les menaces sont présentes, c'est Nigeria, frontière Nigeria, Niger, Bénin, Burkina. Donc, là-bas, les attaques sont régulières. Et comment se fait-il que les attaques sont régulières là-bas? C'est simple. Parce que si nous regardons au nord du Bénin, au niveau du Porga, il y a des bases arrières là-bas, une armée française là-bas. Donc, c'est là-bas, ils se préparent, ils viennent, ils attaquent. C'est là-bas, ils se préparent, ils viennent, ils attaquent. C'est là-bas, ils se préparent, ils viennent, ils attaquent. Donc, c'est une guerre d'usine, ils veulent mener, mais nos armées aussi sont intelligentes. Ils ne vont pas tomber dans le piège. Plus les choses évoluent, plus ils s'adaptent. Donc, ce n'est pas à nous de venir dévoiler ces stratégies, même si on en connaît quelques-uns, mais nous ne sommes pas des militaires pour tout dévoiler ici. Même si quand on connaît, on n'a pas le droit de dire ici. Donc, on appelle ça secret défense. Donc, c'est pour dire que, une fois que la stratégie de l'ennemi est dévoilée, quand tu découvres ton ennemi, il est vaincu. Voilà que dans le communiqué de l'AES, c'est ressorti. Les plans là où tout se prépare, tout, c'est ressorti. Donc ça veut dire que ils savent aussi quelle stratégie il faut adopter pour les contrer. Donc pour moi, il n'y a même pas de problème. Nous sommes sereins. Nous avons confiance à nos armées, nous avons confiance à nos renseignements, nous avons confiance à nos hommes, nous avons confiance à la population. Nous sommes déterminés. C'est la patrie ou la mort, telle que le Burkina Faso, la devise du Burkina Faso le dit. Donc c'est pour vous dire que cette stratagème de vouloir nous imposer n'importe quel type de guerre qu'ils vont emmener, nous sommes prêts.
Si vous vous rappelez, au début d'année, dans le mois d'avril 2024, son excellence capitaine Ibrahim Traoré était de passage à Bobo ici. Arrivé à Banfora, à la frontière de la Côte d'Ivoire, où il allait rencontrer les militaires, il a dit quoi? Préparez-vous à une guerre de haute intensité de longue durée. Si vous avez la vidéo, vous pouvez faire passer. Préparez-vous à une guerre de haute intensité à longue durée. Parce que ce n'est pas la guerre des terroristes seulement, c'est une guerre de recolonisation. Et nous allons faire mener une guerre de décolonisation. Si la France et ses valets locaux veulent mener une guerre de recolonisation, nous allons mener une guerre de décolonisation. Et donc, chacun de nous devons être prêts à une guerre de haute intensité à longue durée. Donc, ça veut dire quoi? Il a annoncé ça, mais quelle est la stratégie mise en place pour les contrer? Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour connaître. Et même si nous en savons, ce n'est pas le moment de venir dévoiler ça sur les réseaux. Non. Nous sommes prêts, nous les attendons. Quand ils vont essayer, ils vont savoir qu'ils ont affaire à des garçons. Parce que nous sommes déterminés, c'est jusqu'au bout. Et un peu plus déterminé, on ne peut pas le vaincre. Nous avons vu en Afghanistan, l'armée américaine a fait combien d'années là-bas? Mais les talibans ne se sont pas laissés faire. Ils ont gagné. Le Vietnam a gagné. La guerre de Dien Bien Phu, la France a perdu. Et la guerre d'Algérie, que le Mali a soutenu l'Algérie en son temps, l'Algérie a gagné face à la France. Donc, ce n'est pas les exemples qui manquent. Il y a plein d'exemples pour montrer que non, l'AES seul peut faire trembler ce monde actuellement. Donc, personne ne nous fera peur, personne ne peut nous intimider. Nous sommes face à notre destin. Soit ça passe ou ça casse, mais ça passera toujours. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Younous Soumaré, je vous retrouve à la suite de cette intervention. Est-ce que de votre point de vue, tel que la situation se présente au sein de l'AES ou alors au sein du Sahel aujourd'hui, il est clair que nous nous dirigeons vers un véritable affrontement entre les différents blocs, du moins entre les pays de l'AES et ce qui paraît être véritablement aujourd'hui un poste avancé de la déstabilisation, à savoir le Nigeria, même s'il y a eu en août dernier les assurances du général Christopher du Nigeria, qui rassurait en tout cas son homologue nigérien de ce que son pays ne servira. D'ailleurs, les récentes communications du Nigeria le rappellent que son pays ne servira pas de rampe de déstabilisation contre le Niger, mais seulement entre le discours et les faits, on a l'impression qu'il y a un véritable fossé. Est-ce que de votre point de vue, l'affrontement est inévitable au sein du Sahel aujourd'hui pour une véritable guerre de survie, notamment pour ce qui est de l'AES? Oui, comme en Afrique, ici, la honte ne tue plus. Moi, je pense que le Nigeria, quand même, devrait se mettre à l'abri de tout mot ou de tout péché d'Israël. Pourquoi? Parce que ce pays-là, donc, il y a Boko Haram. Pendant des années, ce pays ne fait que se battre avec le Boko Haram. Donc, on disait que non, c'est le pays le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est que nous n'avons pas encore vu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Bon. Le même dire que non, le général est venu rassurer, mais ce sont des valets locaux de l'impérialisme de la France. Non, je viens de le dire que non, le président a fait une visite en France. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu, quel est l'entretien qu'ils ont eu à point d'interrogation? Donc, et même quelques mois après, et voilà maintenant que son voisin Niger maintenant va l'attaquer. Son voisin Niger maintenant va l'accuser de... Pas accusation, parce que ce n'est pas une accusation. Ils ont des comment on appelle ils ont des preuves tangibles, comme nous avons aussi des preuves tangibles contre la France et que nous avons déposé la plainte aussi à l'ONU, que la France est un État terroriste, la France est avec les terroristes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas voulu maintenant ouvrir cette plainte. Entre parenthèses maintenant, c'est le même cas qui se répète aussi au Niger. Donc, à travers les valets locaux, donc ils vont essayer vraiment de combattre l'AES. Et ceux qui ne parviendront pas. Parce que le colonel Abdoulaye Maïga, aujourd'hui général, avait dit au sommet de l'ONU que nos pays ne font plus partie des pays intimidables. Ça, c'est un. Et puis, il a bel et bien précisé qu'une balle tirée contre nous, nous allons répondre par réciprocité.
Donc, c'est ça que nous sommes en train de suivre. Donc, ce sont des éléments qui ont été déjà définis bien avant que nous puissions rentrer dans cette, dans ces manœuvres de l'impérialiste, hein, qui s'appuient sur les valeurs locaux, notamment le Nigeria, et parfois c'est le Bénin, et ils vont saboter, comme on appelle, les tuyaux des gazoliques. Donc vraiment, c'est un comportement qui laisse à désirer. Et comme l'honnêteté, l'Africaine, c'est, bon, pas tous les Africains, mais il y a certains valets locaux qui ne se connaissent plus. Ils ne savent plus maintenant où mettre la tête. Donc, avec des miettes qui viennent tomber sur leurs mains, alors ils prennent et puis ils exposent leur pays. Vous savez, en prenant les mots de M. Emmanuel Macron, il y a un problème dans ce monde. Il n'y a que deux poules. Donc, vous avez soit vous êtes herbivore ou vous êtes carnivore. Donc, voilà que ces valets locaux veulent rendre maintenant l'AES en un espace herbivore. Il est tout à fait normal que nous puissions vraiment appuyer nos autorités et pour dire que non, au contraire, les herbivores, il faut les chercher dans la CEDEAO. S'il faut chercher les herbivores, c'est dans la CEDEAO. S'il faut chercher les terroristes, c'est dans la CEDEAO. Donc, on a un problème avec les terroristes. À quoi bon que la CEDEAO puisse nous mener des sanctions? On a des problèmes avec les terroristes. À quoi bon que la CEDEAO appuie la France pour venir, comme on appelle, nous déstabiliser? Nous avons des problèmes avec les terroristes. Donc, si la CEDEAO n'est pas une organisation terroriste, moi je pense qu'elle ne devrait pas prendre des sanctions contre nos États. Donc, à plus forte raison, attendre 6 mois pour voir ce que Emmanuel Macron ou la communauté, comme on appelle, la communauté européenne leur dicte et une voie à suivre. Donc, soit, alors, c'est cette vérité qui s'étale en pleine journée et la CEDEAO n'a pas de repères. Donc, elle n'a de repères que de se rallier soit aux terroristes ou bien, comme on appelle, à l'Occident. On a toujours dit que l'Occident est un accident et sa culture est une anomalie. Oh, donc, à quoi on ne peut pas, l'Occident est indéfendable. Il faut écouter, comme on appelle, à titre de rappel, Sarkozy. Sarkozy a dit clair. Il dit le continent le plus barbare, il dit ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Amérique. Il dit c'est l'Europe. L'Europe est le continent le plus barbare, où il y a eu trop d'atrocités. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue. Donc, je me demande, je me pose la question, pourquoi ces valets-là ne comprennent pas ce langage vraiment de déstabilisation, ce langage de terroristes. Donc, nous ne sommes plus maintenant dans la phase de terrorisme, mais nous sommes dans la phase de, comment on appelle, nous sommes dans la phase de mercenariat. Donc, il n'y a que des mercenaires qu'ils ont envoyés, comme ils l'ont fait toujours en Ukraine. Donc, voilà qu'ils ont maintenant cédé l'Ukraine maintenant à la Russie. Et puis, ils viennent encore chanter que la Russie a violé les droits, je ne sais pas quel droit qu'ils parlent, parce que ces droits de l'homme-là sont avec eux. Quand il s'agit de Gaza, il n'y a pas de droits de l'homme. Donc, quand on tue un seul Américain, et voilà maintenant, ils essaient maintenant ou un Européen, le droit de l'homme commence maintenant à faire ses enquêtes. Mais si c'est le Mali aussi, non. Parce qu'avec ces milliers de villages, où ces milliers d'hommes, de femmes, des enfants tués, pendant combien d'années? Donc, nous sommes là. Il y a le droit de l'homme ne dit rien. Maintenant, quand nous avons des victoires, nos femmes ou bien l'armée de l'AES a des victoires pareilles, vous n'entendrez jamais la félicitation de la communauté internationale et dire que non, vraiment félicitations parce que vous avez eu à mettre la main sur des gens que nous cherchons à les mettre en état de... à les mettre, comment on appelle, à les maîtriser. Maintenant, voilà encore ce qui est palpable. Ce qui se passe dans d'autres cieux, par exemple en Syrie.
un djihadiste qui a été recherché aujourd'hui est président. Et maintenant, on va dans ce pays, on partage ce pays en 4 parties. L'Arabie Saoudite prend une partie, l'Amérique prend une partie, et comme on appelle l'Iran prend une partie, ainsi de suite. Donc le pays est partagé. C'est ça qu'on voulait faire maintenant de l'AES aussi. Non, ça ne passera pas. Qu'ils montent, qu'ils descendent. Nous sommes là, nous allons défendre notre territoire, notre dignité, notre souveraineté avec, comme on appelle, nos autorités, vraiment sans transition. Donc, en un mot, tous ceux qui parleront demain d'élections, vraiment font partie maintenant des terroristes. Ça, c'est clair et net, parce qu'on ne peut pas faire des élections si on n'a pas un pays, si on n'a pas d'espace, si on n'a pas la souveraineté. Donc, il faut aller d'abord, il faut mettre la main sur le pays, et après ça, maintenant, nous allons voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, Boukari Diko, je retrouve, est-ce qu'il était plus qu'urgent, de votre point de vue, Boukari Diko, pour les 3 pays de l'AES de pouvoir véritablement proclamer donc ce théâtre unique des opérations, de pouvoir unir donc véritablement leurs armées afin de répondre à cette véritable menace de votre point de vue, Boukari? Tout à fait. Ces États étaient obligés. Vous savez, les présidents de l'AES sont toujours en avance. Toujours en avance de ceux de la CEDEAO qui n'ont pas encore compris, qui sont encore dans le carcan de l'impérialiste français et ses alliés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en faisant ce communiqué, l'AES anticipe. Et l'AES est très de sérieux. Cette fois-ci, comme l'a dit tout à l'heure Issa Diawara, une guerre conventionnelle est déjà préparée à ça. La guerre asymétrique, nous sommes dans ça depuis des décennies. Donc c'est une armée, comme je l'ai dit, l'armée la plus équipée, la plus aguerrie, qui est prête au combat dans n'importe quelle position, c'est celle de l'AES. Quand vous regardez le Burkina Faso, avec le capitaine Ibé, les résultats sont là. Avec le général Tchani, les résultats sont là. Avec Assimi, n'en parlons pas. Donc, c'est une coordination des armées qui est là. Et maintenant, l'état-major unique par rapport à l'alerte générale, elle était obligée d'être faite parce que n'oublions pas une chose. On parle d'affrontement. Il ne saurait jamais avoir d'affrontement entre un pays de la CEDEAO face à la force combinée de l'AES. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on comprenne ça. Parce que la dynamique de libérer nos États est palpable, ça crève les yeux. Elle est encouragée, motivée par le peuple de l'AES. Ça, c'est une vérité qui est là. Donc, il faut qu'on sorte de cette situation-là, parce que le comportement des chefs d'État de la CEDEAO font tomber les masques, montre à l'opinion africaine, en tout cas, que ce n'est plus la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO qui est là pour défendre les intérêts de la France et de ses alliés. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je me rappelle bien, Yves Le Drian disait que la France est membre de la CEDEAO, donc c'est elle qui dicte la conduite. De même Macron, quand il y a eu le coup d'État, a dit je vais appeler Tinubu, on va faire des sanctions, les sanctions sont tombées, et aujourd'hui, ce qui se passe, malgré les sanctions, l'AES avance. L'AES persiste. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est prête à toutes sortes de guerres. Et n'oublions pas que l'ambassadeur russe basé à Bamako, ici, dans un point de place, l'a rappelé. Le partenaire russe est prêt à accompagner les États de l'AES au plan militaire, au plan diplomatique, au plan économique. Et les armements de dernière génération sont en train d'être livrés et elles sont en train de travailler sur le terrain. Vous avez remarqué ces derniers temps, les capacités de nuisance des terroristes ont beaucoup baissé. Et ça va baisser. Et finalement, c'est les mêmes terroristes, je peux de le répéter, qui vont se retourner contre les mêmes États de la CEDEAO, dont la plupart n'ont d'armée que des noms. Quand on parle du Bénin, on ne peut pas la comparer à l'AES, encore moins au Burkina Faso. Quand on prend le Nigeria, on ne peut pas la comparer au Niger, encore moins à l'AES. Quand on prend, comment dirais-je, le Ghana, c'est pareil.
nos armées sont aguerries au combat. Et que ce soit la guerre asymétrique, pour laquelle elles sont déjà préparées, elles sont dedans depuis des décennies. Que ce soit la guerre conventionnelle, vous avez vu que les États de la CEDEAO, même la France, et même l'Algérie s'est offusquée de voir nos États payer des armes et ont même demandé à certains de nos partenaires avec la Russie d'arrêter de fournir, mais elles oublient que nous sommes des États souverains et la Russie respecte la souveraineté de Russie. Donc, dans cette optique-là, il ne faut pas rêver à voir un affrontement direct entre un État, en tout cas les États de la CEDEAO qui ont leur armée en carton, face à de vraies armées professionnelles, à une armée professionnelle qui est celle de l'AES aujourd'hui, qui est prête à toute éventualité. Et le communiqué qui est tombé, c'est pour anticiper à toute éventualité. Et le dernier élément... Alors, Boukari, qu'est-ce qui va changer techniquement le fait d'avoir un même commandement opérationnel aujourd'hui pour ces trois pays? Qu'est-ce qui change techniquement dans l'approche de la gestion effectivement de cette crise sécuritaire? Non, techniquement, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, dès qu'on attaque un État, c'est les autres États qui viennent tout de suite. C'est automatique. De toutes les façons, les États-majors sont interconnectés. Les renseignements travaillent ensemble. En temps réel, les informations sont données. Les troupes qui doivent agir au sol et en l'air sont déjà préparées. Au moment où je vous parle, je viens de le développer de l'autre côté de la frontière. Les armées sont en train de travailler. Elles sont prêtes parce qu'elles ont des informations sensibles qu'elles détiennent. Notre l'a dit, on ne peut pas le dévoiler ici, sur ce plateau. Tout ce qu'on peut dire, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. L'AES est prête à pousser ces États valets de la France à rallier ses rangs, parce que c'est ça l'avenir, c'est ça qui va nous débarrasser de ce boulot d'étranglement qui est le néocolonialisme qui revient en force cette partie, parce qu'en passant par des valets locaux pour essayer de déstabiliser nos États, pouvoir mieux se servir de nos peuples, de nos sous-sols et de nos ressources. Donc aujourd'hui, il faut compter avec l'AES. Cette guerre asymétrique ne nous fait pas peur. Une guerre conventionnelle encore moins, parce que les troupes et les peuples sont prêts en tout cas, à faire face à toute tentative. Quelle que soit la moindre incapable, je vous assure que les États qui sont à la base seront suivis, parce que la réplique va provoquer des dégâts collatéraux qui vont pousser les peuples de ces États-là à amener leur armée à déposer ces présidents qui sont mal élus, qui sont à la sorte de ma France. Alors, Général Issa Diarra, je retrouve avec donc la mise en place, peut-être avant la mise en place donc de ce seul commandement militaire opérationnel de l'AES qui, pour vous, si on s'en tient à vos contributions, messieurs, est donc une réponse efficace face à cette menace globale. Mais il y avait déjà eu par le passé, Général Issa Diarra, des actions conjointes menées, que ce soit sur le sol ou alors dans les airs par les forces de ces trois armées-là. Est-ce que cela, le fait de parvenir aujourd'hui à la mise en place de ce seul commandant militaire, Général Issa Diarra, eh bien, présage effectivement l'arrivée très prochaine de la mise en place d'un véritable État fédéré tel que, bien entendu, encadré notamment dans les procédures de mise en place de cette confédération, l'étape ultime qui reste donc la mise en place de la fédération. Est-ce que le fait de mettre sur pied ce commandement militaire uni au sein de l'AES fait désormais être davantage rassurant quant à l'idée de la mise en place de cette fédération qui va véritablement parachever le processus d'unification donc des forces communes au sein de ces trois pays-là. Ok, merci beaucoup. Je pense que nos diplomates, les diplomates de l'AES, à travers souvent le job, les diplomates de l'AES ont toujours répété que la confédération est une étape vers un État fédéral. Donc, l'étape confédérale, c'est juste une étape vers un État fédéral. Allez, on va peut-être au moment à venir, on en saura davantage. Est-ce qu'il faudra avoir 3 États fédéraux dans les frontières telles définies par le colon en son temps? C'est la question qui va se poser. Et une chose est
réfléchir. Si vous faites le référendum au niveau des 3 pays, alors, ça sera au moins 80. En général, on a des soucis de liaison avec vous. La qualité n'est pas très bonne. Peut-être mieux vous positionner afin de nous permettre de mieux profiter effectivement de votre communication. Le temps peut-être pour Nestor Podacé de pouvoir réagir autour de cette autre réflexion. Évoquons pour sortir de cette réflexion, très cher messieurs, le délai donc de 6 mois supplémentaires imposé par la CEDEAO au pays de l'AES. Nestor Podacé, dans le rendu de ces 12 pays du 14 décembre dernier, il est dit dans le fond que cette décision a été prise sans le consentement des peuples de ces 3 pays. Alors comment expliquer davantage cette rallonge antistatutaire des 12 pays de l'AES? Que dit de la CEDEAO, pardon? Nestor Podacé. Allô, oui. Est-ce que vous avez suivi la question? Même pas. Ok. Reprenez votre question. Alors, nous sommes en train de vouloir évacuer davantage cette réflexion autour donc de ce délai, de ce délai supplémentaire de 6 mois accordé par les pays de la CEDEAO aux États de l'AES, une disposition antistatutaire comme aiment bien le faire davantage les pays de la CEDEAO. Alors, est-ce que ce délai-là, de votre point de vue, est perçu comme une véritable menace? Que recherche dans le fond la CEDEAO en brisant davantage ces textes comme elle sait bien le faire pour imposer une autre rallonge supplémentaire quant à la décision finale devant donc acter la sortie des pays de l'AES au sein de la CEDEAO? Non, je pense que la CEDEAO n'a jamais respecté ses propres textes. Si vous regardez l'article 91 dit que quand un pays demande à quitter, la CEDEAO, selon les textes, c'est 12 mois. Ils vont examiner. Et pendant ces 12 mois, la personne peut revenir sur sa décision. Mais au cas si les 12 mois, les échéances de 12 mois arrivent, la personne peut partir définitivement. Alors donc, c'est ce que la Mauritanie a fait en son temps et la Mauritanie a quitté. Je pense que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont pas les premiers pays à quitter la CEDEAO. La Mauritanie est un exemple. Alors donc, ceci étant, aujourd'hui nous voyons que la CEDEAO veut imposer une prolongation de 6 mois par force. Alors que dans la déclaration du 3 chefs d'État, le 28 janvier 2024, c'était avec effet immédiat. Chose que nous avons applaudi, nous avons tous accepté. Alors donc aujourd'hui, en voulant demander une prolongation de 6 mois, c'est une façon de préparer leur plan de désolution parce que pendant les 12 mois, ils n'ont pas pu. Donc ils vont essayer leur dernier bateau. Alors c'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes plus dans leur chronogramme de CEDEAO. Ça n'engage que nous, on ne se reconnaît pas dedans. Donc c'est pour cela que nous pensons que ça n'a plus de sens. Parce que si CEDEAO elle-même ne respecte pas l'article 91 de ses propres textes, ça veut dire que la CEDEAO fonctionne hors la loi. Et si la CEDEAO veut nous amener hors la loi, nous n'allons pas les suivre dans hors la loi, nous allons rester dans notre dynamique, dans notre logique. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cela. Parce que cette position de la CEDEAO, elle est illégale et elle est inacceptable. Et en plus, elle est nuisible. Donc nous n'allons pas accepter cela. Ce que nous pouvons dire, nos chefs d'État le 14 décembre ont été très clairs. Pas de marche arrière, pas de retour, on fonce tout droit. Donc ceci étant, nous allons dire au peuple de l'AES, Burkina, Mali, Niger, on se retrouve tous à la capitale de l'AES le 28 janvier 2025. Nous allons organiser un grand meeting, une grande manifestation du peuple de l'AES et écrire notre mémorandum où nous allons remettre aux autorités et au président en exercice de l'AES, qui est son excellence, le colonel Assimi Goïta, qui va remettre au président de l'ex-CEDEAO pour dire que le peuple refuse. Parce qu'eux-mêmes, dans leur communiqué du 15 décembre, ils ont menti une partie où ils disaient que les dirigeants de l'AES ont pris une décision unilatérale de quitter la CEDEAO sans le consentement du peuple, sans l'avis du peuple. Alors donc maintenant, nous-mêmes, peuple, on a décidé de leur répondre pour dire au chef d'État, transmettez-la ce
message-là, c'est le peuple maintenant qui a dit. Comme vous avez écrit, ça fait premier anniversaire, 28, c'est-à-dire que vous avez écrit, vous avez envoyé ce que le peuple veut le 28 janvier 2024. Ils n'ont pas écouté. Donc cette fois-ci, c'est le peuple même qui va écrire maintenant pour les envoyer et à la même date aussi, 28 janvier 2025. C'est-à-dire un an jour pour jour. Nous, on va les répondre et c'est définitif. On ne veut plus venir faire débat de télévision pour parler de l'ex-CEDEAO ici. Parce que parler d'eux ici, c'est faire leur publicité, quoi. Donc nous, on veut sommer la glace. On veut tourner la page définitivement le 28 janvier. Donc, tout le monde, tous les Africains qui sont en Europe, à la diaspora, tous ceux qui sont partout en Afrique, les patriotes qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Rendez-vous à Bamako le 28 janvier 2025 pour dire à la CEDEAO, on va t'enterrer aujourd'hui définitivement. C'est fini. Bye bye. Merci beaucoup. Merci également. Merci également à vous. Alors, très cher ami Younous Soumaré, je vous retrouve parce qu'on veut refermer cette réflexion. Il y a donc cette grande mobilisation qui est donc attendue à Bamako, capitale de l'AES, afin donc de donner la position officielle, on va le dire ainsi, des peuples de l'AES qui veulent donc désormais se prononcer contre le communiqué final du récent sommet donc de la CEDEAO qui a dénoncé dans leur communiqué, du moins ce qu'ils ont voulu voir peut-être la position des peuples de l'AES. Cette fois-là, elle aura donc cette position officielle. Alors, de votre point de vue, la CEDEAO, en prorogeant la sortie de l'AES pour les 6 prochains mois, rechercherait peut-être, comme on l'a lu dans ce communiqué, peut-être une démarche de négociation pour tenter peut-être de trouver un véritable compromis, parce que d'aucuns craignent véritablement le risque de désintégration au sein donc véritablement de cette zone. On ne sait pas de quelle désintégration on fait allusion, peut-être au niveau de la coordination des actions entre ces différents peuples de ces deux organisations sous-régionales. Quoi qu'il en soit, au-delà donc du 28 janvier prochain, date à laquelle va donc se tenir effectivement ce giga meeting, est-ce qu'il sera clair pour tout le monde désormais que ces pays les pays de l'AES ont définitivement tourné le dos à la défunte CEDEAO? Oui, merci beaucoup. Et je pense que le 28, il nous reste que quelques jours et le monde entier en témoignera. En ce qui concerne la CEDEAO, Nestor vient de le dire, la CEDEAO n'existe plus. Lorsque la CEDEAO existait, la Mauritanie est partie pour un an sans problème. La Mauritanie, donc, il n'y a pas eu d'écho. Il n'y a pas eu d'écho, c'est-à-dire il n'y a pas eu de tiraillement. Et selon les textes en vigueur, la Mauritanie est partie bonnement. Alors, nous coopérons avec la Mauritanie, le Sénégal coopère avec la Mauritanie, ainsi de suite, les pays limitrophes. Bon, maintenant, lorsque la CEDEAO même viole ses propres textes, donc en s'alignant du côté des terroristes, et la CEDEAO n'a plus maintenant, comment on appelle, la direction du volant. Donc la direction du volant, c'est juste depuis la France. Vous avez vu, il vous souviendra un moment où, lorsqu'il fallait prendre des sanctions contre le Mali, aussi c'est le Niger, et Emmanuel Macron a dit, il a interpellé le président en exercice qui était le président ghanéen, et que non, bon, vraiment, donc qu'ils prennent des sanctions et ils sont là, ils vont les appuyer. Vous voyez, donc le message est parti de là. Alors, bon, maintenant, ici, nous sommes en face des faits qui sont clairs, qui sont à la une. Donc, il ne faut pas ignorer aussi le départ des Français à partir de comment on appelle, du Tchad. Donc, le Tchad, l'autorité tchadienne demande à ceux qui la France quitte leur territoire d'ici le 31 janvier. Or, la France ne veut pas partir, elle veut rester au Tchad et au même moment prolonger, comme la CEDEAO aussi a prolongé jusqu'au 6. Hein? Donc tout ça là, donc, qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas d'assises de droit, qui n'ont pas de... C'est-à-dire, ils sont illégitimes, donc que ce soit la France, que ce soit la CEDEAO, donc sont légitimes. Donc aujourd'hui, ils veulent maintenant se donner 6 mois ou bien prolonger leur départ ou bien leur prononciation sur le départ de l'AES en faisant ça d'une déstabilisation.
Voilà, c'est coordonné. Donc, en tout cas, le 28, le monde en témoignera que non, nous allons commencer et les militaires viendront après. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans les camps des militaires. Donc, eux, ils vont faire le travail comme il le faut. Nous savons très bien que tout pays qui va nous attaquer, nous allons maintenant le trancher la main. Ça, c'est clair et net. Donc, à travers la population, le 28, tout le monde, les 3 pays vont se regrouper à Bamako ici, rue, avenue, nous allons maintenant tout bloquer. Donc, et il y aura vraiment un monde fou dans la capitale du Mali. Et les régions vont nous rejoindre. Et je sais que vraiment le monde en parle là. Parce que la balle va partir maintenant de la population, unie avec nos forces armées de défense. Je pense que ça sera un signal fort pour les Occidentaux. Parce que l'Occident n'a pas peur des armes. Parce que c'est eux qui en fabriquent tous les jours. Ils n'ont peur que de la détermination du peuple. Et l'AES, le peuple de l'AES sera déterminé le 28 pour dégager définitivement ce problème de CEDEAO sur l'espace, sur notre espace. Merci. Boukari, refermons cette réflexion donc à quelques heures de célébration de Noël, de la Nativité. Alors que doit-on retenir de cette réflexion en télévision, Boukari? Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que les peuples de l'AES sont déterminés. Le secrétaire général de CDM vient de le dire, appuyé par le porte-parole CPAES, Tota Sedi Kiwaga. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est un défi. Un défi pour le peuple de l'AES de montrer une fois de plus à ses présidents valets de la CEDEAO et aux colons français et alliés que c'est le peuple de l'AES qui appuie la voie empruntée par les 3 présidents. Donc, la sortie du 28 janvier ou 29 janvier, comme il a dit, est un défi, et je n'en douterai point, qui sera relevé en termes de mobilisation, en termes de détermination, pour montrer à la face du monde que la lutte de libération de l'Afrique, qui vient de débuter à partir de l'AES, est une réalité et va se poursuivre jusqu'au dernier État africain pour se débarrasser des libéralistes occidentaux. Il n'y a pas de négociation, mais je pense qu'il n'y a pas de négociation. L'AES a très tellement été très clair. Il n'y a pas de négociation. Avec la CEDEAO, c'est fini ça. Mais ils ne veulent pas comprendre. Maintenant, pour l'instant de 6 mois, c'est qu'ils ont autre chose de la tête pour que dans 6 mois, ils vont pouvoir créer une fissure au sein de l'AES afin de pouvoir atteindre leur objectif. Cela va m'étonner en tant que journaliste d'investigation et de terrain. Ça va m'étonner. Vous avez entendu tout à l'heure le secrétaire général de CDM et le porte-parole du CPAES et Diawara Issa Diawara. Je pense que la détermination elle est inébranlable. Le retrait est irréversible. Comprendra qui pourra. La lutte va continuer. L'Afrique sera libérée. Et merci pour Afrique Média Télévision pour ce débat de décolonisation, en tout cas de libération du continent. Allez, merci à vous, Boukari Diko. En fait, de la nativité à vous là-bas du côté de Bamako. Merci à vous, Younous Soumaré, Nestor Podas, Issa Diawara. Merci à vous. Bien, vaillant peuple de la libération de nos États. Merci pour vos contributions combien importantes qui nous permettent de construire dans ce narratif qui est propre aux Africains pour la libération de nos États. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Réflexion en télévision. À très bientôt.